Après le mariage de mon frère, mes parents m'ont emmené, avec ma fille de 7 ans, sur une route isolée et m'ont dit, c'est ici que tu descends. La maison est à eux maintenant. Je suis resté debout dans la poussière, serrant la main de ma fille. Ils ne connaissaient pas l'héritage caché que j'avais mis en sécurité. Je suis Michael Whitmore, j'ai 35 ans, et mes propres parents m'ont jeté, avec ma fille de 7 ans, hors de notre maison le lendemain du mariage de mon frère. Avant de vous raconter comment j'ai trouvé la justice de la manière la plus inattendue, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Le moteur de la berline de mon père était un ronronnement sourd dans le calme du soir, le seul son à part le crissement des pneus sur l'accotement en gravier. Il s'est arrêté, la voiture s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Dehors, il n'y avait qu'un champ qui s'assombrissait et une longue route vide qui s'étendait dans le crépuscule de l'Oregon. C'est ici que tu descends, dit mon père, Robert. Sa voix était plate, dépourvue de toute émotion. C'était le même ton qu'il utilisait pour lire les cours de bourse dans le journal du matin. Je l'ai regardé, puis ma mère, Patricia, sur le siège passager. Elle regardait droit devant elle, ses mains serrées si fort sur ses genoux qu'elles devenaient blanches. Mon frère, Nathan, et sa nouvelle épouse, Vanessa, n'étaient pas avec eux. Ils avaient fait leur part hier à la réunion de famille où ils avaient annoncé avec joie que la maison était à eux. Ce n'était que l'acte final, brutal, de l'exécution. « De quoi parles-tu » demandai-je, bien qu'une froide appréhension s'insinuait déjà dans mes os, épaisse et lourde comme de la boue. Sur le siège arrière, ma fille, Emma, remua. Elle pressa son visage contre la fenêtre, son petit front plissé de confusion. « Papa, est-ce qu'on va camper ? Est-ce une surprise ?» Mon père se tourna, ses yeux rencontrant les miens dans le rétroviseur. Ils étaient froids, comme des éclats de granit. « La maison est pour la famille de Nathan maintenant. Il a un enfant en route. Ils ont besoin d'espace. » L'espace, ma voix se brisa, les mots s'arrachant à ma gorge. J'ai vécu là toute ma vie. Emma est née dans cette maison. J'ai payé les impôts dessus pendant les 5 dernières années. J'ai réparé le toit l'été dernier. Tu as eu 7 ans de vie gratuite pendant qu'il construisait sa carrière, dit ma mère, sa voix tranchante comme du verre brisé. Elle finit par se tourner vers moi, mais pas avec sympathie. C'était avec une finalité étrange et dure, comme si elle regardait un étranger qui avait abusé de son hospitalité. Elle ouvrit sa porte, se dirigea vers mon côté et tira la porte arrière avec une secousse. Elle tendit à Emma un petit sac à dos violet. « Nous avons emballé quelques-uns de tes jouets, ma chérie. » Ils avaient planifié ça. Les 2 valises dans le coffre n'étaient pas pour un voyage. C'était notre avis d'expulsion. Mon père sortit et ouvrit le coffre, en sortant nos 2 valises usées et mon sac d'ordinateur portable. Il les déposa dans la poussière à côté de la route avec un bruit sourd. J'étais figé, paralysé par un mélange de choc et d'incrédulité. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. C'étaient mes parents, les personnes censées m'aimer, protéger leur petite fille. La cruauté pure et calculée de tout cela était à couper le souffle. « Vous ne pouvez pas faire ça, murmurai-je, les mots se coinçant dans ma gorge. Ce n'est pas vous. Robert claqua le coffre, le bruit résonnant dans le silence. C'est déjà fait. Il remonta dans la voiture. Patricia suivit, ne nous jetant pas un second regard. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui se déposa sur nous comme un linceul funéraire. Emma se mit à pleurer, un son doux et terrifié qui brisa mon cœur en 1000 morceaux. Je me tenais là, sur le bord d'une route déserte, avec ma fille en pleurs, 2 valises et les vêtements que nous portions. Ils avaient tout pris, ma maison, ma sécurité, mon passé, ma famille. Mais alors que je m'agenouillais et enlaçais Emma, la serrant fort contre ma poitrine, une seule pensée traversa mon désespoir, un souvenir de ma défunte épouse, Sarah, un secret qu'elle m'avait fait promettre de garder. Ils pensaient avoir tout pris, mais ils ne pouvaient pas prendre ce dont ils ignoraient l'existence. À ce moment-là, fixant l'obscurité où les feux arrière de ma famille avaient disparu, je n'étais pas seulement une victime. J'étais un père avec une promesse à tenir, et ils avaient oublié la seule chose qui pouvait nous sauver. Le premier appel que j'ai passé a été à Jason. C'est mon meilleur ami depuis qu'on construisait des forts dans les bois derrière la maison. Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase. Ma voix était un murmure étouffé, mais il a entendu la panique en dessous. « Où es-tu ? Envoie-moi ta position. »« J'arrive. » Il n'y a eu aucune hésitation, juste un soutien immédiat et inébranlable. Il est arrivé 20 minutes plus tard,
son vieux Ford Ranger étant une vue plus bienvenue que n'importe quel char d'ange. Il a sauté avant même que le moteur ne soit coupé, son visage masquant la fureur et l'inquiétude. Il n'a pas dit un mot sur mes larmes. Il m'a juste attiré dans une étreinte forte à un bras, puis a ramassé une Emma qui reniflait encore et l'a soigneusement attachée sur le siège passager, la traitant comme si elle était faite de verre filé. Des monstres, marmonna-t-il entre ses dents en jetant nos valises dans la benne du camion. Des monstres absolument sans cœur. La maison de Jason n'était pas grande, mais sa chambre d'amis ressemblait au Ritz-Carlton. Sa femme, Clara, une infirmière avec les yeux les plus doux que j'ai jamais vus, a immédiatement pris le relais. Elle a préparé un bain chaud pour Emma, lui a trouvé certains des pyjamas de sa propre fille et lui a lu une histoire jusqu'à ce que ses pleurs se soient calmés et qu'elle se soit endormie dans un vrai lit, en sécurité et au chaud, pour la première fois depuis des heures. Je pouvais respirer. Après qu'Emma ait été bordée, je me suis assis à la table de la cuisine de Jason, une tasse de café refroidissant dans mes mains. Je me suis contenté de fixer le mur, les événements de la journée se rejoignent en boucle horrible. Je ne comprends pas, n'arrêtais-je pas de dire, les mots semblant creux et inutiles. Comment ont-ils pu? Comment un père et une mère peuvent-ils faire ça à leur propre fils? Jason s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Son visage habituellement joyeux était dur de colère pour moi. Mike, je vais être honnête avec toi, mec, et peut-être aurais-je dû le dire il y a des années. Je vois ça depuis des années. C'est une lente combustion, la façon dont ils mettent toujours Nathan en premier, la façon dont ils te traitaient comme l'aide fiable et non rémunérée. Il avait raison. Ce n'était pas une trahison soudaine. C'était l'aboutissement de 1000 petites trahisons que j'avais ignorées pour maintenir la paix. Cette nuit-là, essayant de trouver une position confortable sur un canapé lit bosselé, le passé est revenu en force, non pas comme des souvenirs chaleureux, mais comme des preuves froides et dures dans une affaire qui se construisait contre eux depuis toute ma vie. Je me suis souvenu d'un samedi, il y a 2 ans. Une violente tempête avait arraché une section entière de bardeaux du toit de la vieille maison victorienne. Mon père m'avait appelé en panique totale. « Tu dois venir ici, Michael, tout de suite. La pluie entre dans le grenier. » J'ai annulé mes projets, j'ai conduit sur place et j'ai passé tout mon week-end sur ce toit escarpé et traître, à remplacer des bardeaux sous un soleil brûlant, mes muscles criant de protestation. Quand je suis finalement descendu, épuisé et couvert de goudron, j'ai vu mes parents à travers la fenêtre du salon. Ils étaient en appel vidéo, riant et levant des verres de vin. J'ai clairement entendu la voix retentissante de mon père à travers la vitre. Oui, Nathan vient de conclure un autre contrat énorme, une vraie star, celui-là. A décroché un nouveau client valant des millions. Nous sommes si fiers. Ils ne m'ont même pas offert un verre d'eau. Ma mère a juste ouvert la porte arrière et a dit, « Assure-toi de nettoyer tous ces débris dans la cour avant de partir, Michael. Je ne veux pas que ça tue mes roses. » À l'époque, j'avais balayé cela. C'est juste comme ça qu'ils sont. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était. J'étais le bricoleur. Nathan était le prince. Mon investissement en sueur était leur attente. Son succès financier était leur fierté. Le lendemain matin, alors que j'essayais de réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités de Jason, ayant besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, avec mes mains, le souvenir m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir sur le bord de la baignoire. Le goutte-à-goutte constant était comme un compte à rebours vers un autre souvenir, une autre blessure calculée. C'était le 5e anniversaire d'Emma. J'avais économisé pendant des mois pour lui offrir la magnifique maison de poupée à plusieurs étages dont elle rêvait. J'étais tellement excité de voir son visage. Mes parents sont arrivés en retard, entrant d'un air désinvolte. Ils lui ont tendu un petit cadeau emballé sans soin. C'était un livre de coloriage et un paquet de crayons de couleur, le genre que l'on trouve au magasin à $1. 1 heure plus tard, ma mère était au téléphone avec ma tante, sa voix débordant d'excitation. « Oh, tu ne vas pas le croire. Robert et moi venons de verser la compte pour une nouvelle voiture de sport pour l'anniversaire de Nathan. Il travaille si dur. Il mérite un petit quelque chose. » Emma jouait joyeusement avec son livre de coloriage, inconsciente de la disparité, mais pas moi. J'ai vu l'énorme déséquilibre, la cruauté désinvolte et irréfléchie de tout cela. Son amour pour eux était pur et inconditionnel, mais leur amour pour nous ne l'était clairement pas. Je me suis même souvenu de Noël, il y a à peine l'année dernière. J'avais offert à mes parents une belle photo encadrée d'Emma, pensant qu'ils adoreraient. Ils m'ont remercié poliment et l'ont posée sur une table d'appoint.
Nathan leur a offert une nouvelle Smart TV. C'était la pièce maîtresse du salon au Nouvel An. On s'attendait à ce que je la fixe au mur pour eux. Tu es si bon avec ces choses, Michael, avait dit mon père en me tapotant l'épaule pendant que Nathan était assis sur le canapé me disant où la placer. Ces souvenirs n'étaient plus seulement tristes. C'étaient des pièces à conviction. Ils formaient un schéma si clair, si indéniable, que je me sentais stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. La première étape pratique a été un appel à Hélène Martinez. Elle avait été l'avocate de ma défunte épouse Sarah, une femme vive et pragmatique d'une 50aine d'années qui nous avait aidés à rédiger nos testaments après la naissance d'Emma. Mes mains tremblaient en composant son numéro, ma gorge serrée par un mélange de honte et de colère. Comment commence-t-on même à raconter cette histoire à quelqu'un? Hélène, c'est Michael Whitmore, le mari de Sarah. J'ai expliqué la situation, ma voix faiblissant en racontant les événements. Elle a écouté patiemment, le silence à l'autre bout du fil n'étant ponctué que par le grattement furieux de son stylo. C'était le son d'un plan de bataille en cours d'élaboration. Michael, dit-elle quand j'eus fini, sa voix calme mais avec une pointe d'acier, tout d'abord, je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. C'est inadmissible. C'est monstrueux. Mais je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Respirez. J'ai pris une respiration tremblante. Avant le décès de Sarah, elle a pris certaines dispositions. Elle était une planificatrice. Elle voyait les choses, Michael. Elle voyait la dynamique dans votre famille. Elle n'a jamais voulu causer de remous ou créer de tension, alors elle m'a demandé de garder le silence, mais elle a hérité d'une propriété de sa grand-mère. C'est une petite cabane au bord d'un lac, d'environ 15 acres de terrain, juste à l'extérieur de Portland. Elle est détenue dans une fiducie pour Emma, avec vous comme seule fiduciaire. La fiducie comprend également un petit fonds, rien qui ne change la vie, mais suffisant pour vous remettre sur pied et couvrir les impôts pendant quelques années. Des larmes coulaient sur mon visage, silencieuses et chaudes. Sarah, ma Sarah pratique, merveilleuse et aimante. Même après toutes ces années, elle prenait encore soin de nous. Je connaissais la cabane, balbutiai-je, ma voix rauque d'émotion. Nous allions la réparer un jour pour surprendre tout le monde, une escapade familiale. Je ne connaissais pas le fonds fiduciaire. Les documents sont ici dans mon bureau, en toute sécurité, dit Hélène. C'est tout à vous, Michael, libre et clair. Ils ne peuvent pas y toucher. C'est votre forteresse. C'était une bouée de sauvetage, un endroit réel et tangible où aller, un nouveau départ qui m'était offert par l'amour de ma vie. Quelques jours plus tard, après avoir remercié Jason et Clara en leur promettant de les rembourser, je ne savais pas encore comment je tiendrais mes promesses. J'ai conduit un U-Haul loué avec nos quelques biens jusqu'au lac. La cabane était telle que je me la rappelais d'une visite il y a des années, rustique, un peu délabrée, sentant le pin et la terre humide. Le porche en bois s'affaissait dans un coin, la peinture verte s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil et un volet pendait de travers à une fenêtre du 2e étage comme un clin d'œil. Mais à travers les fenêtres couvertes de crasse, je pouvais voir le lac scintiller sous le soleil de l'après-midi. Emma, qui était silencieuse et repliée sur elle-même depuis des jours, halta, les yeux écarquillés. Papa, c'est un vrai lac? Oui, ma chérie, dis-je, un sourire sincère se répandant sur mon visage pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Et c'est notre nouvelle maison. Elle courut vers le bord de l'eau, son rire résonnant à travers les arbres. Pendant un instant, en la regardant chasser une libellule, j'ai ressenti un sentiment de paix profonde. Mais cette paix fut brisée lorsque je retournai à la route principale pour chercher le courrier. Un énorme panneau tape à accent graveleuil avait été enfoncé dans le sol à quelques centaines de mètres de notre nouvelle allée, l'Acquésie des Stats, des maisons de luxe bientôt disponibles. C'était un nouveau lotissement haut de gamme. L'ironie était une pilule amère à avaler. Le monde continuait, construisant de nouvelles maisons de luxe, alors que la mienne avait été volée sous mes pieds. Cette nuit-là, assis sur le sol poussiéreux de la cabane, j'ai regardé la pile de travail qui m'attendait, la peinture écaillée, le toit qui fuyait, la cour envahie par la végétation, la plomberie ancienne. C'était accablant. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Était-ce ça? Me cacher dans une cabane délabrée pendant que mon frère et sa femme redécoreraient ma maison, riant dans les pièces où ma fille avait fait ses premiers pas? C'est alors que j'ai réalisé que la cabane n'était pas seulement un refuge. C'était un point de départ. C'était un endroit pour lécher mes plaies, oui, mais c'était aussi un endroit pour planifier ma bataille. Il m'avait jeté dehors, pensant que je m'effondrerais et disparaîtrais.
Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient sous-estimé l'amour de Sarah, et ils avaient grossièrement sous-estimé le combat qu'un père a en lui quand l'avenir de son enfant est en jeu. J'ai regardé Emma, endormie sur un matelas sur le sol, son visage paisible dans le clair de lune qui pénétrait à travers la fenêtre sale. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qui était à moi. Il s'agissait de lui montrer qu'on ne laisse pas les brutes gagner. On ne laisse pas la cruauté subsister. On se défend. Et je ne faisais que commencer. Les premières semaines à la cabane furent un flou de dur labeur et de rage sourde. Le jour, j'étais un tourbillon d'activité. J'ai appris à utiliser une tronçonneuse pour dégager les broussailles qui avaient envahi la cour. J'ai colmaté le toit qui fuyait avec du goudron et de la sueur. J'ai nettoyé des années de crasse, trouvant des planchers de bois massif sous des couches de linoléum. La nuit, après qu'Emma se soit endormie, mon deuxième travail commençait. La cabane tombait dans le silence, à l'exception du gazouillis des grillons et du murmure grave de ma voix au téléphone avec Hélène Martinez. Nous avons un dossier, Michael, a dit Hélène lors d'un de nos appels stratégiques tard dans la nuit. Sa voix était toujours une ancre calme dans ma tempête d'émotions. Sur la base du volume considérable de vos contributions financières aux impôts fonciers et à l'entretien, nous pouvons déposer une plainte pour restitution financière. Mais prouver la fraude sur le transfert de propriété, c'est plus difficile. C'est votre parole contre celle de votre père. Un jury pourrait simplement y voir un conflit familial. Mais c'est la vérité, ai-je insisté, faisant les 100 pas dans le petit salon. Il m'a dit que c'était des papiers d'assurance. Il savait qu'Emma était malade. Il a profité de moi. Je vous crois, Michael, à 100%, a-t-elle dit, et entendre ces mots de quelqu'un d'aussi perspicace et logique était comme un baume sur une plaie vive. Mais un tribunal a besoin de plus que de la croyance. Il a besoin de preuves. Nous devons trouver une faille dans leur histoire, quelque chose qui prouve l'intention. Le jour où nous avons déposé la plainte, la guerre a officiellement commencé. Hélène a envoyé un coursier pour remettre les documents juridiques à mes parents et à Nathan à la maison sur Chestnulan. Je me suis laissé imaginer la scène pendant un instant, le coursier à la porte, l'épaisse enveloppe, la compréhension naissante sur leur visage, le choc, l'indignation, l'audace pure du fils qu'ils avaient rejeté osant riposter. Leur réponse est arrivée une semaine plus tard, non pas sous la forme d'un document juridique officiel, mais sous la forme d'une attaque bien plus personnelle et venimeuse. J'étais sur une échelle, essayant de dégager une fenêtre qui avait été peinte et bloquée pendant des années, lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai vu le nom de Nathan clignoter à l'écran, et mon estomac s'est noué en un nœud serré et dur. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi voulait juste qu'on me laisse tranquille, mais je savais que je ne pouvais pas. Je devais faire face à cela. « Qu'est-ce que tu veux, Nathan » ai-je dit, ma voix plus plate et plus froide que je ne l'avais voulu. « Qu'est-ce que je veux » a-t-il ri, un son suffisant et arrogant qui me tapait sur les nerfs comme des ongles sur un tableau noir. « Je veux savoir ce que tu crois bon faire. »« Une plainte ? Sérieusement, Mike ? Tu es à ce point désespéré d'obtenir une aumône ? Tu m'as mis dehors, moi et ma fille, de notre maison. Tu t'attendais à ce que je te remercie ? Je m'attendais à ce que tu sois un homme et que tu continues ta vie. C'est ce que font les gens normaux. Au lieu de cela, tu cours après un avocat parasite pour essayer de soutirer de l'argent à maman et papa. C'est pathétique, vraiment. Je n'essaie de soutirer de l'argent à personne, ai-je rétorqué, serrant le téléphone si fort que le plastique a craqué. J'essaie de récupérer ce que vous m'avez volé. Toi et eux. Nous n'avons rien volé. La maison est à moi. Maman et papa me l'ont donnée parce que c'est moi qui vais perpétuer l'héritage familial, pas toi. Et quant à l'argent que tu as soi-disant investi, considère ça comme un loyer. Tu as eu un très bon arrangement pendant 7 ans, vivant pratiquement gratuitement pendant que j'étais dans le monde réel à bâtir une carrière. Chaque mot était une pique calculée, destinée à me rabaisser, à renforcer le récit qu'il s'était raconté pendant des années, Nathan, le succès, Michael, le cas de charité. Et puis il a porté le coup final, celui qui était censé briser tout espoir persistant que j'avais. Écoute, Vanessa et moi organisons une pendaison de crémaillère ce week-end, une grande, tous nos amis, tous leurs amis. Nous célébrons notre nouvelle maison, notre nouvelle vie, la vie que tu aurais pu avoir si tu n'étais pas un putain de raté. Ne t'inquiète pas, nous ne t'enverrons pas d'invitation. Il a raccroché. Je suis resté sur cette échelle, tremblant d'une rage si pure qu'elle me brûlait. Un raté ?
J'ai élevé ma fille seule depuis que ma femme est morte en lui donnant naissance. J'ai eu un emploi stable, travaillant à distance bien avant que ce soit à la mode. J'ai entretenu leur maison, j'y ai investi ma sueur et mes économies, et c'est ma récompense? Être traité de raté par mon frère gâté et privilégié? Le souvenir de la signature de ces papiers m'est revenu alors avec une clarté cristalline horrifiante. Ce n'était pas une journée calme et normale. C'était un cauchemar. Emma était malade, vraiment malade, une forte fièvre de 40 degrés Celsius, un voyage terrifiant aux urgences, les médecins parlant de risque de méningite, mon esprit un gâchis frénétique, rempli de prières et d'inquiétudes. Nous venions de rentrer à la maison quelques heures plus tard. La fièvre avait finalement baissé, et elle dormait, épuisée. J'étais un zombie, émotionnellement et physiquement vidé, fonctionnant uniquement grâce à l'adrénaline et à la peur. C'est alors que mon père est arrivé, pas avec de la soupe, pas avec un mot réconfortant. Il avait une chemise manie de papier à la main. « Michael, désolé de te déranger maintenant, mon fils », avait-il dit, sa voix suintant une fausse inquiétude qui me donnait la chair de poule rétrospectivement. « Je sais que tu es épuisé, mais la compagnie d'assurance a besoin que ces papiers soient signés d'ici demain. C'est juste un renouvellement de la police d'assurance habitation. J'ai marqué les pages. Tu peux juste signer ici, ici et ici ? » Je me souviens avoir regardé la pile de papier, mes yeux brouillés par la fatigue. J'ai vu des en-têtes à l'allure officielle. J'ai vu des mots comme « police » et « prime ». Je n'avais pas l'énergie de lire les petits caractères. C'était mon père, mon propre père. On fait confiance à son père. Alors j'ai signé là où il me l'a indiqué, ma seule pensée étant de retourner au chevet de ma petite fille malade. Il ne m'avait pas seulement demandé de signer. Il avait attendu mon moment le plus faible, le plus vulnérable. Il avait utilisé mon amour pour ma fille contre moi. Ce n'était pas seulement de la cupidité. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était du mal pur et prémédité. La colère m'a galvanisé. Je suis descendu de l'échelle, mes mouvements raides, et j'ai rappelé Hélène immédiatement. Ils organisent une pendaison de crémaillère, ai-je dit, ma voix tendue de fureur contenue. Ils célèbrent. Donnons-leur quelque chose à célébrer vraiment. Nous avons modifié la plainte. Nous avons demandé une injonction d'urgence pour empêcher toute vente ou refinancement de la propriété jusqu'à ce que notre affaire soit entendue. Nous avons détaillé la signature frauduleuse, en précisant la date exacte et les circonstances entourant la maladie d'Emma. Nous tracions une ligne dans le sable. Quelques jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée à la cabane. Elle venait de ma mère. Je l'ai ouverte en la déchirant, le cœur battant, m'attendant à plus de venin, à plus de justification, mais ce n'était qu'une seule phrase griffonnée sur un morceau de papier à lettres coûteux de couleur crème, « Tu es en train de détruire cette famille. » J'ai regardé les mots, l'hypocrisie stupéfiante et monumentale de ceux-ci brûlant un trou dans le papier. C'était moi qui détruisais la famille. Ils avaient mis un bâton de dynamite dans les fondations même de notre famille et avaient ensuite l'audace de me blâmer pour l'explosion. Je me suis dirigé vers le mur nu du salon et j'ai cloué la note avec un clou rouillé. Ce serait mon rappel, un rappel de ce contre quoi je me battais, pas seulement pour une maison ou pour de l'argent. Je me battais contre une version de la réalité qu'ils avaient fabriquée, un récit tordu où ils étaient les victimes bienveillantes et moi le méchant ingrat. La voix d'Hélène au téléphone quelques jours plus tard était sombre. « Michael, ils ont embauché Braxton et Finch, un cabinet d'avocats de premier plan, les meilleurs et les plus impitoyables plaideurs de la ville. Ils ne vont pas se coucher. Leur réponse initiale est claire, ils vont te dépeindre comme un frère jaloux et mécontent qui essaie d'extorquer sa famille aimante et généreuse. Alors nous devons prouver qu'ils ne sont pas une famille aimante, ai-je dit, mes yeux fixés sur la note sur le mur. Nous le devons, a-t-elle répondu, mais notre affaire, en l'état, repose sur votre témoignage concernant vos contributions et la signature frauduleuse. C'est fort, mais ce n'est pas une victoire facile. Ils attaqueront votre crédibilité. Ils déformeront vos mots. Ils essaieront de vous briser à la barre. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Michael, nous avons besoin d'une preuve irréfutable, quelque chose qu'ils ne peuvent ni nier ni déformer, quelque chose d'indéniable. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Ces mots sont restés en suspens longtemps après la fin de l'appel. J'ai regardé autour de moi la cabane à moitié finie, la pile de factures impayées sur la table de fortune, la seule note haineuse clouée au mur. Le désespoir était une couverture froide et lourde. J'avais l'impression d'apporter un couteau à une fusillade.
Mais ensuite, j'ai regardé une photo de Sarah que j'avais placée sur la cheminée, son sourire éclatant et confiant, et je me suis souvenu d'autre chose, quelque chose que mon grand-père m'avait raconté il y a des années et des années lors d'une partie de pêche sur ce même lac, une histoire à propos d'une promesse. C'était un coup de chance, un murmure d'un souvenir contre la tempête rugissante de mes problèmes actuels, mais à ce moment-là, c'était tout ce que j'avais. La recherche de cette preuve irréfutable venait de commencer. La vie à la cabane s'est installée dans un nouveau rythme exigeant. Mes journées étaient un acte d'équilibre minutieux. De l'aube jusqu'au début de l'après-midi, j'étais un ouvrier du bâtiment, un plombier et un paysagiste, alimenté par du café et des vidéos, comment faire, en ligne. J'ai appris à plâtrer des murs, à souder des tuyaux en cuivre, à poser des revêtements de sol, jusqu'à ce que mes mains soient calleuses et que mon dos me fasse mal. Chaque clou que je martelais ressemblait à un acte de défi. Chaque planche que je sciais donnait l'impression de reconstruire non seulement une maison, mais aussi mon propre sens de la valeur personnelle. L'après-midi, j'étais un professeur. Je faisais l'école à la maison pour Emma à notre nouvelle table de cuisine robuste. Nous travaillions sur les mathématiques et la lecture, mais sa véritable éducation venait du monde qui nous entourait. Elle apprenait les noms des arbres, les chants des oiseaux. La ville l'avait toujours rendue anxieuse, un paquet d'énergie nerveuse. Ici, elle était une enfant différente. Elle était calme, curieuse et courageuse. Elle passait ses après-midi à ramasser des pommes de pin, à faire des ricochets sur le lac avec une habileté qui dépassait rapidement la mienne, et à dessiner des images des cerfs qui erraient parfois dans notre cour. C'était notre sanctuaire, et plus je le construisais de mes propres mains, plus je réalisais que je ne me battais pas seulement pour récupérer l'ancienne maison. Je me battais pour protéger cette nouvelle maison. Mais la plainte planait au-dessus de nous, un bourdonnement d'anxiété constant et de faible intensité. Hélène avait raison, nous avions besoin de plus. Le souvenir des mots de mon grand-père me taraudait comme une chanson que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Nous étions assis dans sa petite barque de pêche en aluminium sur ce même lac. Je devais avoir environ 15 ans, me plaignant d'une injustice perçue avec Nathan, de la façon dont il avait eu un nouveau vélo alors que j'avais dû économiser pendant des mois pour en avoir un d'occasion. Mon grand-père, un homme calme et réfléchi aux yeux doux, avait remonté sa ligne et m'avait regardé. La famille, c'est compliqué, Michael, avait-il dit. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Ton père, il voit la chair de ton frère, il manque parfois ta substance. Mais la parole d'un homme, sa promesse, c'est ce qui compte à la fin. Et je me suis assuré que tu auras toujours une part de cette famille, une part solide, quelque chose que personne ne pourra te prendre. Je l'ai mis par écrit. À l'époque, je pensais qu'il était juste philosophique, offrant un peu de sagesse de grand-père. Maintenant, ces mots ressemblaient à une carte, un indice caché dans une histoire que je ne faisais que commencer à comprendre. Un après-midi, en rangeant un placard poussiéreux, j'ai trouvé une vieille boîte à pêche rouillée. À l'intérieur, parmi les verres desséchés et les lignes emmêlées, se trouvait l'un des leurres de pêche préférés de mon grand-père, une simple cuillère argentée. En la tenant dans ma main, le souvenir de ce jour sur le lac est revenu en force, non pas comme un vague souvenir, mais avec une clarté vive et urgente. Je l'ai mis par écrit. J'ai appelé Hélène immédiatement. Mon grand-père, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable, il m'a dit un jour qu'il avait mis quelque chose par écrit pour s'assurer que l'on s'occupe de moi. Pourrait-il avoir voulu dire un testament différent? C'est possible, a dit Hélène, sa curiosité professionnelle immédiatement piquée. Quand est-il décédé? Il y a environ 10 ans, juste après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Et votre père était l'exécuteur de sa succession? Oui. Un silence significatif à l'autre bout du fil. Michael, si votre grand-père avait un testament ou un codicille qui vous désignait comme bénéficiaire et que votre père, en tant qu'exécuteur testamentaire, ne l'a jamais divulgué, ce n'est pas seulement de la fraude, c'est un crime. La chasse a commencé. Nous avons commencé par les registres publics. Le seul testament enregistré était un testament standard daté d'avant son décès, laissant tout à mon père. Il n'y avait aucune mention de moi ou de Nathan spécifiquement. Cela semblait être une impasse. Ils ne l'auraient pas enregistré s'ils essayaient de le cacher, a raisonné Hélène. S'il existe, il a été supprimé. Nous devons sortir des sentiers battus. C'est alors que j'ai pensé à Madame Gable, Eleanor Gable. Elle avait vécu à côté de ma famille pendant plus de 50 ans. C'était une femme douce et vive d'esprit d'environ 80 ans qui nous avait vus grandir, Nathan et moi. Elle avait toujours été gentille avec moi,
me glissant souvent un biscuit fraîchement cuit quand ma mère ne regardait pas, me faisant un clin d'œil complice. Je suis allé en ville le lendemain et j'ai frappé à sa porte verte familière. Elle a ouvert la porte, son visage s'épanouissant en un large sourire sincère. « Michael! Mon Dieu, mon enfant! J'étais tellement inquiète. Ta mère a dit à tout le monde que tu avais accepté une offre d'emploi soudaine hors de l'État et que tu étais parti précipitamment. Le mensonge décontracté et calculé m'a piqué, mais je l'ai refoulé. Je me suis assis dans son salon douillet, entouré de photos de générations de familles heureuses, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté, sa tasse de thé cliquetant dans sa soucoupe, son expression passant de la confusion à l'horreur, puis à une résolution d'acier. Cette femme, a-t-elle dit, secouant la tête, faisant référence à ma mère. J'ai toujours su qu'il y avait une veine froide en elle. Que de l'image, celle-là. Et Robert, que Dieu ait son âme, la laissant le mener par le bout du nez. Voici la traduction du texte en français. Et la façon dont il gâtait ce garçon, Nathan Rotan. Elle a confirmé tout ce que j'avais dit à Hélène à propos de mon travail dans le jardin, des réparations, à quel point j'étais dévoué à Emma. Ton père savait à peine comment tenir un marteau, a-t-elle raillé. C'est toi qui as maintenu cette maison debout, Michael. Ton grand-père l'a vu. Il a tout vu. Puis je lui ai posé la question cruciale, Madame Gable, vous souvenez-vous de quelque chose concernant le testament de mon grand-père? Elle a marqué une pause, ses yeux regardant au loin, fouillant des décennies de souvenirs. Ton grand-père, c'était un homme si bon, un homme juste. Il s'inquiétait pour toi, tu sais. Il voyait comment les choses se passaient avec tes parents et Nathan. Il me l'a dit ici même dans ce salon, moins d'un mois avant de mourir, il a dit, j'ai arrangé les choses, Eleanor. Je me suis assuré que Michael ait sa part pour qu'il ne soit pas à la merci des caprices de sa mère. Mon avocat a tout mis par écrit, solide comme un chêne. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Son avocat, vous vous souvenez de qui c'était? Elle a tapoté sa tempe. Oh, mon Dieu, c'était ce cabinet au centre-ville, celui pour lequel ton père travaillait comme assistant juridique il y a des années et des années avant de se lancer dans la vente. Il avait ce nom chic. Crestwood, quelque chose. Crestwood et associés. C'était la clé, la pièce manquante, le lien qui a fait que tout s'est mis en place avec un bruit sourd et désagréable. Mon père avait travaillé pour le cabinet d'avocats même qui avait rédigé le testament de son propre père. Il aurait su exactement à qui parler, quoi chercher et comment le faire disparaître. J'ai remercié Madame Gable, ma voix chargée d'émotion, et j'ai appelé Hélène depuis la voiture, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je l'ai, ai-je dit, ma voix électrique d'excitation, Crestwood et associés. Hélène était entièrement concentrée sur les affaires. Ok, Michael, c'est énorme. Si un testament y a été rédigé, ils sont légalement tenus d'en conserver une copie pendant un certain nombre d'années, même s'il a été remplacé ou déclaré perdu. Un cabinet éthique ne le détruirait jamais. Et si ton père a utilisé son ancien poste là-bas pour y accéder et le dissimuler, on les tient. On a notre preuve irréfutable. Le trajet de retour à la cabane était différent. Le poids sur mes épaules semblait plus léger. Le combat n'était plus seulement une lutte désespérée, c'était une mission ciblée. Je n'étais pas seulement le mauvais fils, j'étais le petit-fils sur le point de réaliser la dernière volonté de son grand-père. Ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils avaient trahi leur propre père, et j'étais sur le point de tout révéler. Le jour de l'audience est arrivé, enveloppé d'un ciel gris et pluvieux qui correspondait parfaitement à mon humeur. La salle d'audience était un espace imposant et caverneux, tout en bois sombré au plafond, sentant le vieux papier, la cire pour plancher et l'anxiété brute. J'étais assis à côté d'Hélène à notre table, mes mains jointes si fort que mes jointures étaient blanches. J'avais mis mon seul costume, qui me semblait serré et étranger. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise, un front uni d'arrogance sur mesure. Mon père, Robert, avait l'air grave et important dans un costume cher, la mâchoire serrée. Ma mère, Patricia, son visage un masque d'indifférence froide, pas un seul cheveu qui dépassait. Et Nathan, à côté d'une Vanessa visiblement enceinte, lui murmurant à l'oreille et souriant dans ma direction. Ils ne me regardaient pas comme un membre de la famille, mais comme un insecte qu'ils étaient sur le point d'écraser, un inconvénient mineur dans leur vie par ailleurs parfaite. Leur avocat, un homme élégant aux cheveux argentés nommé Harrison de Braxton et Finch, a commencé en premier. Il bougeait avec la grâce prédatrice d'un requin.
Il a brossé le portrait d'une famille généreuse et aimante qui avait soutenu son fils moins prospère et démotivé pendant des années. Il m'a traité d'homme mécontent et opportuniste, transformant mes années de contribution à la maison en action désespérée d'un parasite essayant d'assurer sa position. Il a présenté l'acte de transfert signé comme la preuve finale et irréfutable de mon consentement. Lorsque j'ai témoigné pour le contre-interrogatoire, il a été impitoyable. Monsieur Whitmore, a commencé Harrison, tournant autour de moi comme une proie, vous êtes un développeur de logiciels, n'est-ce pas? Un homme qui traite des informations complexes pour gagner sa vie? Oui, ai-je dit, ma voix ferme malgré les battements dans ma poitrine. Et pourtant, vous demandez à ce tribunal de croire que vous, un homme d'intelligence supérieure à la moyenne, avez signé un document juridique transférant la propriété d'un bien d'une valeur de près d'1 million sans le lire? Est-ce que cela vous semble être l'action d'un adulte compétent? Ma fille avait une fièvre de 40. Mon père m'a dit que c'était un renouvellement d'assurance. Je lui ai fait confiance. Harrison a raillé, un son théâtral destiné au juge. Vous lui avez fait confiance, ou vous avez vu une opportunité après coup, lorsque votre frère, plus prospère, s'est vu attribuer la maison, pour extorquer de l'argent à votre propre famille. N'est-il pas vrai que vous étiez jaloux du succès de votre frère? Il a continué à marteler, essayant de me faire paraître stupide, avide et incompétent. Je pouvais sentir les regards suffisants de mes parents et de Nathan de l'autre côté de la pièce, espérant que je craque. Mais je me suis simplement concentré sur les conseils d'Hélène, dit la vérité, simplement et clairement. Regarde le juge. Ne te fâche pas, laisse-les faire. Puis ce fut le tour d'Hélène. Elle était calme, méthodique, sa présence un contraste frappant avec le théâtre flashy de Harrison. Elle a appelé Madame Gable à la barre, qui a témoigné magnifiquement et avec une conviction inébranlable sur mes années de travail non rémunérées et les déclarations de mon grand-père. Harrison a essayé de la rejeter comme une vieille femme confuse avec une mémoire défaillante, mais l'esprit de Madame Gable était inébranlable, et son indignation justifiée en ma faveur était palpable. Hélène a ensuite présenté les relevés financiers, des copies des chèques de taxes foncières que j'avais écrits de mon compte personnel, des reçus pour des milliers de dollars de matériaux pour les réparations que j'avais effectuées au fil des ans. Les fondations de leur récit de parasites ont commencé à se fissurer, pièce par pièce. Mais l'acte final est celui qui a tout changé. Votre honneur, a dit Hélène, sa voix résonnant d'une confiance tranquille, la plaignante aimerait appeler un dernier témoin à la barre, mademoiselle Carol Beardsley. Une femme d'une 60aine d'années avec un visage gentil et maternel et des yeux nerveux s'est dirigée vers la barre des témoins. Je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, son visage était devenu pâle, une perte soudaine et choquante de couleur. Il savait exactement qui elle était. Mademoiselle Beardsley, a commencé Hélène doucement, pourriez-vous s'il vous plaît indiquer votre profession au tribunal? Je suis à la retraite maintenant, a-t-elle dit, sa voix douce mais claire, mais pendant 40 ans, jusqu'en 2018, j'ai été la responsable des archives et notaire au cabinet d'avocats Crestwood et Associés. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Nathan s'est penché en avant, chuchotant avec insistance à son père, qui a simplement secoué légèrement la tête, ses yeux grands ouverts et fixés sur le témoin. Mademoiselle Beardsley, en votre qualité de notaire, vous souvenez-vous d'un client du nom de George Whitmore, le grand-père de mon client? Oh oui, un homme charmant, un vrai gentleman. J'ai moi-même authentifié son dernier testament en 2013. Hélène a placé un document devant elle. Est-ce une copie de la page de signature de ce testament? Oui, c'est ma signature. C'est mon sceau. Harrison s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Ceci n'est pas pertinent. Le testament officiel versé au dossier a déjà été admis en preuve. Patience, monsieur Harrison, a dit le juge, se penchant en avant, son expression étant maintenant une expression d'intense curiosité. Voyons où mademoiselle Martinez veut en venir avec ceci. Mademoiselle Beardsley, a continué Hélène en douceur, ce testament était simple, laissant la succession à son fils, Robert Whitmore. Mais vous souvenez-vous s'il y avait autre chose ou un codicile, peut-être, un amendement à ce testament? Carol Beardsley a pris une profonde inspiration, ses mains croisées sur ses genoux. Oui, il y avait un codicile. Monsieur Whitmore était très précis à ce sujet. Il est venu une semaine après la rédaction du testament. Il a dit qu'il avait réfléchi et qu'il s'inquiétait pour son petit-fils cadet, Michael. Il voulait s'assurer qu'il soit protégé, quoi qu'il arrive. Mon souffle s'est coincé dans ma poitrine. Je pouvais sentir mon cœur battre contre mes côtes. C'était ça.
Et que disait ce codicille, a demandé Hélène, sa voix claire comme un cristal. Il stipulait, a dit mademoiselle Beardsley, regardant directement le juge, qu'en cas de vente ou de transfert de la maison familiale au 1212, rue Chestnulan, 30% de la valeur d'expertise du bien devait être versée directement à son petit-fils, Michael Grace Whitmore. La salle d'audience était totalement, profondément silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. L'air crépitait de tension. Et qu'est-il arrivé à ce codicille, mademoiselle Beardsley? Elle a baissé les yeux sur ses mains, un éclair de vieille honte dans ses yeux. Quelques jours après les funérailles de Monsieur George Whitmore, son fils, Robert, est venu au bureau. Il y avait travaillé comme assistant juridique il y a des années, alors tout le monde le connaissait. Il a demandé à voir le dossier. Il a dit qu'il voulait faire des copies pour ses dossiers. Il était l'exécuteur testamentaire, alors je le lui ai donné. Elle a hésité, sa voix tremblant légèrement. Il est resté longtemps dans la salle des archives. Quand il est sorti, il semblait troublé. Il a dit que le codicille original avait dû être égaré, et que son père avait dû changer d'avis et le détruire avant de mourir. Il m'a demandé de me débarrasser de notre copie de bureau. Il a dit que cela ne ferait que semer la confusion et aller à l'encontre des dernières volontés de son père. Et l'avez-vous fait, a demandé Hélène doucement. Non, a-t-elle dit, levant le menton, sa voix gagnant en force. Cela me semblait mal. Monsieur Whitmore avait été si insistant, il l'appelait le pécule de Michael. Alors j'ai marqué la copie comme original potentiellement perdu, et je l'ai archivé dans nos archives de stockage profond, comme le voulait la procédure. J'ai pris ma retraite quelques années plus tard et j'ai tout oublié jusqu'à ce que votre bureau m'appelle. Hélène s'est tournée vers le juge. Votre honneur, nous avons une copie certifiée conforme de ce codicille, récupérée des archives de Crestwood et associée sous assignation. Elle a pris un document sur sa table et l'a porté au banc avec des pas délibérés et mesurés. Le silence a été brisé par un halètement étranglé de ma mère. Mon père s'était affalé sur sa chaise, son visage de la couleur des cendres. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. Mais c'est la réaction de Nathan que je n'oublierai jamais. Il ne me regardait pas, il fixait ses parents, sa bouche légèrement entr'ouverte, son visage, autrefois si suffisant et arrogant, était maintenant un masque de pure fureur absolue. C'était le regard d'un homme qui a réalisé que la vie parfaite et dorée qu'on lui avait offerte était construite sur une fondation de mensonges, pas mes mensonges. L'enfant chéri venait de découvrir que son trône était fait de carton. Le juge a lu le document, son expression grave. Il a levé les yeux, regardant par-dessus ses lunettes d'abord mademoiselle Beardsley avec un signe de tête de remerciement, puis mon père. Monsieur Whitmore, a-t-il dit, sa voix dangereusement basse, vous aurez beaucoup d'explications à donner, et je vous suggère de le faire avec un avocat de la défense pénale. Le coup de marteau est tombé comme un coup de tonnerre, le son scellant leur destin. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été extraite d'une décennie de mensonges et finalement amenée à la lumière. Quitter la salle d'audience, c'était comme sortir d'un long tunnel sombre dans un soleil aveuglant. Mes jambes étaient tremblantes, mon esprit engourdi. Je n'avais pas seulement gagné, j'avais été justifié. La vérité, ma vérité, avait enfin été entendue et validée de la manière la plus publique possible. Mais la victoire était compliquée, teintée d'une profonde tristesse. Voir mon père s'effondrer, l'expression horrifiée de ma mère, le regard de trahison totale de Nathan, ils étaient toujours mes parents, mon frère. Une petite partie de moi ressentait une pointe de quelque chose au pas de la pitié, mais une douleur profonde et triste pour ce que notre famille aurait pu être et ne serait jamais. La retombée a été immédiate et catastrophique pour eux. Le jugement du juge était accablant. Il a ordonné le paiement immédiat de 30% de la valeur estimée actuelle de la maison, ce qui s'est élevé à un peu plus de 240 000 $. Il a également officiellement renvoyé l'affaire de mon père au bureau du procureur de district pour enquête sur fraude et dissimulation criminelle. L'humiliation publique ne faisait que commencer. Le coût financier a le plus durement touché Nathan et Vanessa. Ils avaient déjà dépensé une fortune en rénovation, abattant des murs et installant une cuisine haut de gamme avec des comptoirs en marbre italien, le tout à crédit, en supposant que la maison était une poule aux œufs d'or. Maintenant, ils se retrouvaient soudainement responsables d'un $250 000 qu'ils n'avaient pas, avec une hypothèque basée sur la valeur totale de la maison. La nuit après le verdict, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. C'était Vanessa. Sa voix, habituellement si douce et confiante, était aiguë, avec une panique qui frôlait l'hystérie.
Tu dois arrêter ça, Michael, implora TL, sans préambule ni excuse. Tu ne peux pas nous prendre cet argent, nous serons ruinés. Nous devrons déclarer faillite. Il ne s'agit pas de toi, Vanessa, dis-je calmement, le ton détaché de ma propre voix me surprenant. Il s'agit de ce qui m'a été volé. Il s'agit d'honorer les souhaits de mon grand-père. Ton grand-père est mort, hurla TL. Il s'agit de maintenant, de Nathan et moi. Nous attendons un bébé. N'as-tu aucune compassion? L'hypocrisie était si stupéfiante qu'elle en était presque drôle. Compassion? J'ai répété le mot, le goût acide. Où était votre compassion lorsque vous êtes restés les bras croisés et avez laissé ma famille nous conduire, ma fille de 7 ans et moi, dans un motel bon marché et nous abandonner? Où était votre compassion lorsque vous m'avez traité d'échec pour avoir vécu dans la maison que vous étiez si désireux d'obtenir? Vous devrez vous débrouiller, comme je l'ai fait. J'ai raccroché le téléphone, ma main stable. L'autocuiseur de leur vie parfaite a explosé. Jason, qui avait encore des amis dans leur vaste cercle social, m'a donné les dernières nouvelles à contre-cœur. Les disputes hurlantes entre Nathan et Vanessa sont devenues légendaires, débordant parfois dans leur cour avant parfaitement soignées pour que les voisins les entendent. Il la blâmait de l'avoir poussée à être si avide, pour ses goûts dispendieux. Elle le blâmait, lui et sa famille tordue et menteuse, de l'avoir entraîné dans leur bazar. La maison de rêve est devenue un champ de bataille. Dans un geste désespéré, Vanessa a appelé ses parents riches, les suppliant de la renflouer. C'était le deuxième rebondissement, celui que je n'avais jamais vu venir. Ses parents, qui avaient étalé leur richesse lors du mariage somptueux, ont catégoriquement refusé. Leur raison, telle que Jason l'a racontée, était froide et simple, ils ne voulaient pas que le nom de leur famille soit associé à la fraude. Ils n'avaient pas élevé leur fille pour qu'elle épouse une famille qui trompait ses propres proches. Le soutien sur lequel Nathan et Vanessa comptaient était entièrement conditionnel, et ils venaient d'en violer les termes. Leur mariage, bâti sur une base de statut et d'argent, a commencé à s'effondrer au moment où les deux ont été menacés. Le stress a eu des conséquences sur mon père. Une semaine après l'audience, il a subi une légère crise cardiaque. Il s'est rétabli, mais quelque chose en lui s'était brisé. L'homme arrogant et dominateur que j'avais connu toute ma vie avait disparu, remplacé par un vieil homme frêle et effrayé confronté aux conséquences publiques de sa propre tromperie. Ma mère, cependant, est restée têtue, sa fierté une forteresse. Elle m'a appelé une fois, sa voix imprégnée de l'ancien venin familier. « J'espère que tu es content maintenant, cracha-t-elle. Tu as détruit ton père. Tu as détruit cette famille. Tout ça pour un peu d'argent. Non, maman, dis-je, ma voix se met ferme. Toi et papa l'avez fait il y a longtemps, quand vous avez décidé qu'un fils valait plus que l'autre. Vous l'avez détruit quand vous avez menti à la mémoire de votre propre père. Vous vous êtes juste fait prendre, finalement. Le véritable tournant pour elle est venu d'une source improbable, les médias sociaux. La femme de Jason, Clara, avait publié des photos de notre vie à la cabane, des photos de ma fille Emma et moi pêchant sur le lac, nos visages rayonnants, une photo du jardin potager florissant que nous avions planté ensemble, une photo d'Emma tenant fièrement un tableau qu'elle avait fait dans notre nouveau salon ensoleillé. Ce sont des photos simples et joyeuses, des instantanées d'une vie en reconstruction. Pour ma mère, c'était des poignards. Elle voyait sa petite fille heureuse et épanouie dans une vie dont elle s'était complètement et totalement effacée. Elle voyait les anniversaires qu'elle manquerait, les pièces de théâtre scolaires qu'elle ne verrait jamais, les moments de joie quotidiens qu'elle avait échangés contre une maison et sa fierté. La prise de conscience qu'elle ne verrait peut-être jamais Emma grandir, qu'elle avait choisi la brique et le mortier plutôt que sa propre chair et son propre sang, a commencé à la ronger. La maison sur Chestnut-Lane, le symbole de leur victoire, est devenue leur prison. Accablés par les dettes et les frais juridiques, Nathan et Vanessa ont été contraints de la mettre sur le marché, mais avec la poursuite maintenant inscrite au dossier public et le marché ayant légèrement ralenti, ils n'ont pas pu obtenir le prix qu'ils souhaitaient. La maison de rêve était maintenant un boulet à leurs pieds. Ils l'ont finalement vendue à un promoteur immobilier à perte, qui, dans l'ironie amère finale, l'a démolie un mois plus tard pour construire 2 duplex modernes. L'héritage pour lequel ils avaient triché a été réduit à un tas de gravats. Les graines qu'ils avaient semées ont donné une récolte amère. Une année passa. Ce fut une année de changement profond pour eux et pour moi. Alors que leur monde se contractait sous le poids de la dette et de la honte, le mien s'étendait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'argent du règlement est arrivé sur mon compte bancaire, un nombre avec beaucoup de zéros, mais à ce moment-là, c'était presque comme une pensée après coup.
C'était un symbole de ma victoire, une validation de mon combat, oui, mais ma véritable réussite se construisait chaque jour ici, au bord du lac, de mes propres mains et de mon propre esprit. Pendant ces longs mois de reconstruction de la cabane et de lutte contre le procès, j'ai eu une idée née d'une pure nécessité. J'avais du mal à jongler avec mon emploi de codeur à distance, l'enseignement à domicile d'Emma et la liste infinie de réparations à faire à la cabane. J'avais besoin d'un outil simple et visuel pour organiser mes projets, mon temps et ma vie. Les applications existantes étaient trop complexes, conçues pour les équipes d'entreprise. Alors, pendant les heures calmes après qu'Emma soit allée se coucher, nourrie par le café et un besoin ardent de créer de l'ordre à partir de mon chaos personnel, je l'ai construit moi-même. Il s'agissait d'une application de gestion de projets simple et intuitive, conçue spécifiquement pour les pigistes, les entrepreneurs individuels et les parents seuls comme moi. Elle avait une interface propre et des fonctionnalités qui aidaient à gérer le mélange chaotique du travail et de la vie. Sur un coup de tête, et avec un coup de pouce de Jason, j'ai publié une version bêta gratuite en ligne, en publiant mon histoire sur quelques forums pour les parents seuls et les développeurs. Elle a décollé. Les gens ont réagi à sa simplicité et à son histoire, mon histoire. Ils ont compris le besoin d'un outil qui n'était pas axé sur la synergie d'entreprise, mais sur la survie et la reprise de contrôle. J'étais un entrepreneur accidentel. En un an, ma petite application, que j'ai appelée Lifeboa, avait gagné des milliers d'utilisateurs payants. Le nom semblait juste, c'était mon canot de sauvetage, et maintenant il aidait les autres. Le premier gros chèque de l'App Store semblait plus réel que l'argent du règlement. C'était le mien. Je l'avais créé. J'ai embauché mon premier employé, Jason, qui était fatigué de son travail d'entreprise sans âme et a sauté sur l'occasion de construire quelque chose avec moi. Nous avons officiellement fondé notre propre petite entreprise de logiciels, Lifeboa Solutions. Je pouvais travailler à domicile, fixer mes propres heures et ne jamais manquer un projet scolaire ni une chance d'aller pêcher avec Emma. Ma réussite n'était pas un coup de chance lié à la construction d'un nouveau campus technologique à proximité, c'était quelque chose que j'avais forgé moi-même à partir de ma propre nécessité et de mon dur labeur. La cabane a été transformée. Ce qui était autrefois une coquille poussiéreuse et négligée est maintenant une maison chaleureuse et magnifique. J'ai ajouté une grande terrasse qui surplombe le lac, où nous dînons la plupart des soirs. Nous avons un jardin potager florissant qui produit plus de courgettes que nous ne pouvons en manger, une balançoire entière suspendue à un immense chêne centenaire qui est l'endroit préféré d'Emma au monde. La maison est plus petite que celle de Chestnulan, mais elle est infiniment plus grande à tous les niveaux qui comptent. Elle est à nous, construite non pas sur des mensonges ou un héritage, mais sur l'amour, la résilience et beaucoup de sueur. Puis, un samedi après-midi ensoleillé à la fin de l'été, une voiture que je ne reconnaissais pas s'est engagée sur notre longue allée de gravier. Une femme en est sortie. C'était ma mère. Elle avait l'air plus vieille, plus petite et plus fragile que je ne me souvenais. La colère dure et défiante dans ses yeux avait disparu, remplacée par une tristesse profonde et lasse. Elle se tenait au bord du jardin, n'osant pas s'approcher. « Michael, dit-elle, sa voix à peine un murmure, la maison, ils l'ont vendue à perte. » J'ai juste hoché la tête, sans rien dire, attendant. Je vois les photos, continua-t-elle, la voix brisée, que Clara publie en ligne, d'Emma. Elle a l'air si heureuse, si grande. Des larmes ont commencé à monter dans ses yeux, de vraies larmes, pas les larmes de crocodile d'apitoiement sur soi auxquelles j'étais habitué. Je voulais juste la voir. Ce n'étaient pas des excuses, pas celles que je méritais, mais c'était une fissure dans le mur de sa fierté. L'ancien moi, celui d'il y a un an, aurait cédé instantanément, désespéré pour la moindre miette d'affection maternelle. Mais l'homme qui se tenait devant elle maintenant était différent. J'avais construit une vie sans elle. J'avais construit une forteresse de respect de soi autour de moi et de ma fille. Je ne vais pas te laisser la blesser à nouveau, maman, dis-je, ma voix calme mais inflexible. Ni moi. Je sais, murmura-t-elle, regardant le sol. Je ne le ferai pas. Ma petite fille me manque juste. J'ai réfléchi longuement, regardant la silhouette brisée de ma mère et ma fille, qui lisaient joyeusement dans la balançoire à pneus, inconsciente. Le pardon n'était pas un interrupteur que l'on pouvait simplement actionner, mais Emma méritait d'avoir une grand-mère si cette grand-mère pouvait apprendre à en être une sans causer de tort. Tu peux la voir, dis-je finalement. Ici, pendant 1 heure, pendant que je suis là. J'ai fixé les limites. Les visites seraient supervisées, sur mon terrain, à mes conditions. C'était le début d'un processus long, lent et maladroit. Quelques semaines plus tard,
mon père est venu avec elle. Il m'a regardé dans les yeux, son propre regard larmoyant et rempli d'une honte que je n'aurais jamais cru voir. Je suis désolé, Michael, dit-il, les mots lourds et hésitants, pour tout. J'étais un imbécile fier et égoïste. C'était un début. La blessure était trop profonde pour guérir complètement un jour, mais peut-être, avec le temps, une cicatrice pourrait se former. Quant à Nathan et Vanessa, leur histoire a eu une fin différente. Après avoir vendu la maison, ils se sont séparés. La pression financière, l'humiliation publique, la vérité, l'aide de la fondation de leur famille, tout cela était trop lourd à porter. Le couple parfait, construit pour l'apparence, n'a pas pu survivre à une véritable crise. La dernière fois que j'ai entendu parler, Nathan avait déménagé dans un autre état, essayant de repartir à zéro, loin de l'épave qu'il avait contribué à créer. J'ai appris que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de voir votre vie complètement détruite, car cela vous force à ramasser les morceaux et à construire quelque chose de plus fort, de meilleur, quelque chose qui vous est vraiment, authentiquement propre. Ce soir, alors que le soleil se couche sur le lac, peignant l'eau dans des nuances d'orange et de rose, je suis assis sur la terrasse que j'ai construite de mes propres mains. Emma est sur la balançoire à pneus, son rire porté par la brise alors qu'elle essaie d'aller de plus en plus haut. Pousse-moi, papa, jusqu'à la lune. Je souris et donne une légère poussée aux pneus. Dans ma poche, mon téléphone vibre. Il y a une notification de ma banque. Le dernier versement du règlement de mes parents a été effectué. Les 240 000 $ sont sur mon compte. Il y a un an, ce chiffre aurait été tout mon monde, la somme totale de ma vengeance. Maintenant, il ressemble à une note de bas de page, un épilogue à une histoire qui est déjà terminée. L'argent est utile, bien sûr. Il ira dans le fonds universitaire d'Emma, dans la croissance de notre entreprise, dans la garantie d'un avenir stable et radieux. Mais ce n'est pas le prix. Le prix, c'est ceci, le son du rire de ma fille, la sensation solide de la terrasse sous mes pieds, la connaissance que chaque chose dans notre vie est honnête, méritée et réelle. Nous avons construit ceci. Mes parents et moi naviguons encore dans notre nouvelle réalité. Les visites sont maladroites, remplies de longs silences et du poids tacite du passé. Peut-être qu'un jour, tout redeviendra normal, mais j'en doute. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être reconstituées exactement de la même manière. La confiance a disparu à jamais. Mais nous essayons, et pour l'instant, cela doit suffire. La vraie maison pour laquelle je me battais n'était pas celle de Chestnulan. Il ne s'agissait jamais du bois, du plâtre ou de l'adresse. Il s'agissait de trouver un endroit où vous êtes valorisé, où vous êtes en sécurité et où votre amour est rendu sans condition. La trahison de ma famille, aussi douloureuse et profondément blessante qu'elle ait été, m'a forcé à cesser de rechercher cette validation auprès d'eux et à la construire moi-même. Ils m'ont jeté hors de leur maison, mais ce faisant, ils m'ont conduit à une maison que je n'aurais jamais trouvée autrement, une maison construite sur la vérité, sur la résilience et sur l'amour féroce et incessant d'un père pour sa fille, une maison où elle n'aura jamais, jamais, à remettre en question sa place dans le monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose en quoi vous croyez, même contre les personnes en qui vous étiez censé avoir confiance? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre.